Que répondre honnêtement à une question en apparence simple et pourtant fort complexe? Qu'est-ce que l'identité française? Aujourd'hui, c'est un slogan. C'est aussi un concept fort vague car j'ai écouté bien des définitions concurrentes de la part de ceux qui prétendent la circonscrire à tel ou tel moment de notre histoire, mais c'est avant tout un slogan. L'on entend souvent invoquer notre identité nationale comme prétexte à bien des fantaisies étranges, comme par exemple reprocher à quelqu'un son prénom, sachant bien évidemment que chacun d'entre nous choisit son prénom, avant la naissance même, pourquoi pas, tant qu'à faire. Tout aussi désopilant, on a pu entendre qu'être français, c'était déguster du foie gras et du vin rouge sous un sapin de Noël, à croire que je ne suis français qu'un jour par an. Le vin et le foie gras, bon, ils trouvent leurs racines dans la lointaine Antiquité, avant même que la France existe nommément, pourrait-on dire. Bon, quant au sapin de Noël, c'est une coutume allemande introduite en France au XIXe siècle. Est-ce à dire qu'il n'y avait pas de Français digne de ce nom avant cette période? D'autres humoristes sont en lice pour gloser savamment sur le sujet. L'identité française serait, par exemple, indécrotablement catholique. Voyez nos cathédrales. Bon. Alors après, quelques épisodes glorieux de notre histoire, tels que la Saint-Barthélemy, la révocation de l'édit de Nantes et Vichy, le nettoyage des substrats non catholiques a bien failli réussir. Bon an, mal an, nous serions tous les heureux enfants de la fille aînée de l'Église. Il y a de quoi être fier, en effet. Attention cependant, le fait d'être catholique ne suffit point, loin s'en faut. Si vous êtes un Brésilien ou un Ivoirien catholique, vous ne pourrez jamais espérer devenir français un jour pour autant, car être français, ce serait aussi être blanc. Être blanc, me direz-vous, qu'est-ce que c'est exactement? Depuis que la génétique nous apprend que nous sommes tous à peu près des bâtards avec des contributions d'un peu partout, il y a de quoi être un peu perturbé côté blancheur. À partir de combien de café dans mon lait je suis blanc? Pas une goutte, dites-vous? En ce cas, il y a bien peu de blancs dans le monde, et certainement aucun en France, j'en ai peur. Mais soit, être blanc ou noir, c'est un peu comme la pornographie. On ne sait pas bien définir ce que c'est, mais on peut toujours le reconnaître en le voyant. Si les couleurs trop vives ne vous vont pas, c'est que vous êtes blanc. Donc la France est blanche, catholique et homophobe aussi, au passage. La preuve? Mais notre histoire, Bediou. Nos rois de France n'étaient-ils pas tous blancs, catholiques, homophobes? Certes, un certain bon roi Henri a changé 3 fois de religion et s'est pragmatiquement fait catholique pour obtenir l'assentiment des Parisiens. Certes, quelques-uns de nos monarques avaient quelques tendances, mais enfin, ne pinaillons pas. Les Français ont si longtemps été blancs, renonçons à Alexandre Dumas, Aimé Césaire, aux Antilles, à La Réunion, à Barbès, catholiques, à une ou deux guerres de religion et une Shoah manquée près, et homophobes, on ne sait pas vraiment, mais allez, hop, quoi, ça mange pas de pain, qu'il est trop tard pour changer maintenant. Bah oui. Hélas, hélas, 3 fois hélas, je ne suis pas convaincu par cette approche. Car si je l'adopte, je ne puis m'empêcher d'imaginer un guerrier franc de notre cher Clovis, au moment du baptême de celui-ci, lui expliquant que l'identité franque est indécrotablement païenne et blonde, et qu'il refuse d'adopter cette religion moyen-orientale associée à un prophète plus ou moins rebeu. C'est ballot, n'est-ce pas? D'ailleurs, chez certains de nos, comment dire, de nos identitaristes, identitaires, je sais plus quoi, certains d'entre eux estiment que nos racines françaises sont absolument païennes, justement. Avouez qu'il y a de quoi s'y perdre. Quand tant de gens s'improvisent hiérophantes d'une déesse identité et lui prêtent tant de visages différents. Jugez de mon désarroi, car enfin, la question me taraudait. Quelle vérité se cache donc derrière le vocable si aisément galvaudé d'identité française? Pour commencer ma quête, j'ai donc commencé, comme l'ont fait tant de gens avant moi, par notre histoire. L'on s'accorde à dire que la France est née au IXe siècle avec le traité de Verdun, séparant l'empire de Charlemagne entre ses 3 descendants, Charles, Louis et Lothaire. Le nôtre, c'est Charles, à qui échoit la Francie, la part occidentale de l'empire. Son frère Louis recevra la partie orientale et sera appelé le Germanique. Mais attendez, parce qu'il s'en est passé des trucs avant. Alors, oublions que les Européens descendent manifestement déjà d'un métissage entre au moins Sapiens, Néandertal et Cro-Magnon, et que le Sapiens était déjà un migrant arrivé d'Afrique. Bref, repartons de nos ancêtres les Gaulois, celtes, moustachus et métalleux, c'est-à-dire ils ont les cheveux longs et puis ils sont de bons forgerons. Jules César en parle, mais des auteurs grecs comme Diodore ou Apollonios de Rhodes parlent déjà des Gaulois avant lui. Avant d'être vaincus par les Romains, les Gaulois ont mis Rome à sac, volé l'or sacré de Delphes et seraient même allés jusqu'en Asie, bon, dans l'actuelle Turquie, disons. Difficile d'imaginer que nos touristes celtiques n'aient pas ramené quelques donzelles avec eux.
surtout que ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais bon, par souci de simplicité, parlons surtout des Grecs, qui ont fondé quelques-unes de nos villes en Provence, comme Nice, Marseille et Monaco. Bah allez quoi, c'est quasiment français, non? Quelques-uns des très rares exemples de langue gauloise écrite l'ont été en alphabet grec, et c'est de ces marchands et colons hellènes que nous viendrait la technologie du vin, associée assez viscéralement à notre identité, paraît-il. Quand la Gaule est soumise par Rome, elle a donc environ 4 siècles d'échanges avec les Grecs derrière elle. Nous sommes donc un petit peu quand même des Gallo-Grecs. Après, c'est Rome et notre fameuse identité gallo-romaine. Gallo-gréco-romaine donc, d'autant que les Romains eux-mêmes étaient fortement hellénisés. En tout cas, le pont du Gard, les fondements de notre droit, notre alphabet, notre langue, nos chiffres. Ah non, pardon, ces derniers, ça marche pas pour les chiffres sont arabes, boulettes. Enfin bref, tout le reste, ça nous vient de Romains, fortement influencés par les Grecs, sachant que nous étions déjà les meilleurs producteurs de vin de la Méditerranée grâce à ceux-ci. Ces gallo-gréco-romains ont d'ailleurs eu un empereur, Renoir. Eh bien oui, Septime Sévère, dont la femme était assyrienne, donc on va dire rebeu, hein, même si c'est un petit peu anachronique. Il y a une fresque, en tout cas, qui les représente tous les deux, assez peu blancs, carrément marron même, hein. Ils ont d'ailleurs donné la dynastie dite des Sévériens, qui a régné sur l'Empire un certain temps. Donc en fait, les Romains, par exemple, étaient beaucoup plus branchés assimilation culturelle et espace commercial commun que couleur de peau, finalement. Mais bon, passons. Nos gallo-gréco-romains, en tout cas, ils ne sont pas encore catholiques, ni même chrétiens, mais ils sont déjà salement métissés. Là-dessus arrive l'empereur Constantin, la christianisation, tout ça, et nos gallo-gréco-romains se convertissent à une religion moyen-orientale issue du judaïsme. Ils deviennent des judéo-gallo-gréco-romains sur le plan religieux et culturel. On peut aussi mentionner les Huns d'Attila, venus d'Asie centrale. Ils dévastent la Gaule à plusieurs reprises, et il paraît que si les femmes bretonnes ont un problème de dysplasie de la hanche, c'est de là que ça vient. Vu que je tiens à être rigoureux, je pense qu'on peut dès lors parler de mongolo-judéo-gallo-gréco-romain. Là-dessus, patatras, poussés au cul par les Slaves, les Germains arrivent. Visigoths, Ostrogoths, Alamans, Burgondes, Lombards, Francs. Ben oui, si nous sommes français et non gaulois, c'est parce que nos rois, jusque très tard, vont revendiquer leur appartenance à la race franque, donc germanique. La fameuse loi salique invoquée pour refuser au roi d'Angleterre toute prétention sur le trône de France 10 siècles plus tard sera tirée des lois des Francs saliens, une sous-catégorie de nos ancêtres. Le coup dur, l'Empire romain d'Occident s'effondre et toute l'Europe occidentale tombe sous la coupe des Boches. Mais bon, c'est pas encore ceux de 14-18 ou de 39-45. Cette fois, nous assimilons nos vainqueurs qui finissent par adopter notre religion et notre langue. Mais le fameux Charlemagne ne parlait pas le français, ni même le vieux françois, mais le francique, soit un dialecte germanique. Arceau, sa capitale, Aix-la-Chapelle, est dans l'Allemagne actuelle. Tiens, au fait, allemand, alamand. Si ça se trouve, si Clovis avait perdu sa bataille contre les Allemands, c'est peut-être nous qui serions les Allemands aujourd'hui. Donc, au moment du traité de Verdun, nous sommes des germanico, mongolo, judéo, gallo, gréco, romains. Attendez, j'avais oublié un petit bonhomme marrant que nos identistes adorent. Charles Martel, maire du Palais. Un bon gars du peuple, qui pillait les églises pour financer ses campagnes militaires. Côté Cato, du coup, je sais pas trop. Mais enfin bon, bref, il se battait au marteau, mais pas à la faucille, rassurez-vous. Et il a arrêté les Arabes à Poitiers. Ah ouais, Poitiers. C'est quand même bien au centre, hein. Pour un Marseillais, Poitiers, c'est déjà le Grand Nord. Parce qu'il faut vous dire que les Arabes ont déjà conquis l'Espagne visigothique à l'époque et qu'ils y resteront jusqu'au XVe siècle. Bon, je dis les Arabes, mais là aussi, c'est une armée de bâtards qui vient envahir notre pays déjà 6 fois métissé. Arabes, nord-africains, espagnols, portugais, bref. Mais au moins, ce sont des musulmans. Ça y est, on les tient. L'invasion islamique de la France a eu lieu en 732. Remarquez que ce n'est pas comme s'ils avaient immédiatement repassé les Pyrénées après leur cuisante défaite, hein. Nos djihadistes de l'époque vont rester 30 ans à Carcassonne, par exemple. Donc, même si nos germanico, mongolo, judéo, gallo, gréco-romains sont censés être blancs, on peut légitimement supposer que ces envahisseurs ont fait comme les autres. En somme, ils ne se la sont pas mise derrière l'oreille. Donc, nous voilà un tantinet germanico, mongolo, judéo, gallo, gréco, romain, rebeu. Au moment de la fondation de la Dulce Francie à Verdun, nous avons déjà subi 4 invasions, des touristes grecs et une conversion massive à une religion étrangère. À ce stade, en parlant de germanico, mongolo, judéo, gallo, gréco, romain, rebeu,
Je ne vous cacherai pas que pour évoquer 10 siècles plus tard une idée de race française pure, c'est pas gagné. Ensuite, c'est pas fini. C'est même là que ça se corse, si j'ose dire. Alors, côté invasion, ça va un peu se calmer. D'accord, les Vikings vont s'installer en Normandie, les Rosby vont faire le pied de grue chez nous un peu plus de 100 ans, les Espingouins vont régulièrement ravager la Picardie. Oui, la Belgique a longtemps été espagnole. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt nous qui allons envahir que l'inverse. De ce fait, la Francie de l'époque de Charles est plutôt pitchoune par rapport à celle d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie, mais de la Bretagne, du Pays Basque, du Dauphiné, de la Franche-Comté, de la Provence, de l'Occitanie, de l'Alsace, de la Corse. Tout ça, c'est hors de la Francie. Mais nos bons rois ont besoin d'espace et petit à petit, la Francie devient France. Elle s'étend, englobant des gens qui ne parlent pas la même langue, des gens pas de chez nous, des gens pas comme nous, mais des catholiques, ou des chrétiens au moins. Bon, pas les Normands au début, mais ils vont y venir. D'autres vont être un peu hérétiques, comme les Cathares ou les Vaudois. Mais enfin bon. La France de Napoléon, celle qui va faire trembler l'Europe, elle est composée de germanico, mongolo, judéo, gallo, gréco-romain, rebeux, scandinaves, qui ont déjà 3 religions différentes, ont une grosse période de mode italienne, pas l'Italie de la Vespa ou de Prada, hein, mais celle de la Renaissance et de la banque. Ils ont appris à compter et redécouvert la médecine antique avec les Arabes et les Perses. Les migrants qui vont venir après sont plus sympas, hein. Ils sont pacifiques. Au lieu de massacrer, piller, violer et soumettre, ils viennent bosser et profiter des allocs, même s'il n'y en a pas encore. Alors Polac, Rital, Porthos d'abord, puis Africains, Rebeux et Renois, sans compter le péril jaune venu de notre Indochine perdue. Non, c'est l'autre Indochine, celle des Gabis qui sont venus installer des rizières en Camargue. Il y a aussi les Chinois de la rue Montgalais à Paris. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils pouvaient réparer ton ordi pour pas trop cher. Puis il y a des Russes, des Roumains, des Tamouls. Et ben voilà. Alors je fais le compte et l'évidence m'étreint. Mon beau pays, la France, est une nation de bâtards. Notre identité, en somme, c'est d'être un mélange. Parce que des mecs venus d'ailleurs, bien plus méchants que ceux qui se présentent aujourd'hui à nos frontières, nous en avons vu passer. Et je ne crois pas que nos identelés paramilitaires en Bombers auraient arrêté les Huns d'Attila, les légions romaines, les Vikings ou même les Arabes à Poitiers. Donc nous nous sommes fait envahir. Déjà, pas mal de fois. Et pourtant, nous sommes toujours là. La France n'a pas cessé d'exister. Elle s'est enrichie de ses confrontations avec le monde extérieur. Ce n'est pas un lieu commun, c'est un fait historique.